Il y a 200 millions d'années, de la lave brûlante, une chaleur suffocante et des gaz toxiques conduisent la Terre au bord de l'extinction. Personne n'est épargné. La planète survivra-t-elle à un tel cataclysme ou se changera-t-elle en un désert sans vie? Notre destin est entre les mains de quelques créatures primitives. Elles devront s'adapter ou mourir. La mort est une volonté de la nature. Marc Aurèle, IIe siècle après Jésus-Christ. Voici la planète Mars aujourd'hui. Une surface sans eau ni oxygène. Un désert hostile où rien ne vit. Aux antipodes de notre monde actuel. Et pourtant, cette réalité glaçante a bien failli devenir celle de la Terre il y a 200 millions d'années. La tragédie s'est produite juste avant le règne des dinosaures, pendant la période du Trias. La Terre est alors dominée par une jungle humide. Des forêts luxuriantes et d'immenses plaines boisées s'étendent d'un pôle à l'autre. Les tropiques du Trias devaient ressembler aux tropiques d'aujourd'hui. Sauf qu'actuellement, plus on s'éloigne de l'équateur et plus il fait froid. Au Trias, il devait faire chaud partout à cause du pourcentage élevé de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre. La différence se voyait surtout dans la flore et la faune. D'étranges créatures peuplent la Terre. Des reptiles volants. Des herbivores cuirassés géants. Et d'habiles prédateurs tapis sous la surface. Mais aussi nos lointains ancêtres, les premiers mammifères connus. Tous ces animaux habitent depuis plusieurs dizaines de millions d'années un supercontinent appelé la Pangée. Le Trias a dû être l'une des époques les plus palpitantes de l'histoire de la vie sur Terre. C'est une étrange période de transition entre ce qui vivait avant et ce qui naîtra après. La Terre est toujours en rémission après une terrible extinction massive qui l'a presque laissée pour morte. « 50 millions d'années plus tôt, le Permien a connu une fin tragique lorsque la Terre s'est ouverte sous la Sibérie, laissant s'échapper de la lave et des gaz toxiques pendant 1 million d'années. Le cataclysme a transformé un paradis luxuriant et prospère en un désert désolé et hostile. « 70% des espèces terrestres et 90% des espèces aquatiques ont disparu à jamais. Mais quelques animaux ont tenu bon. Et pour cette maigre poignée de survivants, la période de guérison a été longue. « 50 millions d'années plus tard,
les écosystèmes sont presque revenus à la normale. Mais sous la surface, les forces qui ont rapproché la Pangée il y a plusieurs millions d'années sont en train de la fragmenter à nouveau. La croûte terrestre flotte sur une couche de roche en fusion appelée manteau. La circulation du magma qui compose le manteau crée un déplacement progressif des continents. À mesure que ces forces fragmenteront la Pangée, une quantité exceptionnelle de lave jaillira des entrailles de la Terre. L'extinction massive est en marche. Dans les montagnes des Appalaches, au nord-est de l'Amérique, un grondement sourd ébranle le paysage. Apeurés, un groupe de dimorphodons s'envole. Ils sentent que quelque chose se prépare. Mais cet ennemi ne les laissera pas s'échapper. Ces créatures proches des oiseaux figurent parmi les premiers reptiles volants, appelés aussi ptérosaures. Les ptérosaures étaient les premiers vertébrés capables de voler. Ils ne faisaient pas que se laisser tomber du haut d'un arbre, ils étaient également capables de décoller du sol vers le ciel. Un quatrième doigt allongé borde l'extrémité de leur aile. S'il ressemble à une chauve-souris, ce ptérosaure vole avec la grâce d'un oiseau. Il devait faire à peu près la taille d'une mouette. Il pouvait à la fois planer et battre des ailes. Ses longues ailes lui permettaient d'exploiter les courants aériens et de rester en altitude. Il n'avait pas besoin de les agiter frénétiquement comme un colibri. Et tout comme une mouette, le dimorphodon patrouille au-dessus des plans d'eau à la recherche de nourriture. Le poisson est aussi son mets favori. Un nouveau grondement se fait entendre. Le sinistre destin du Trias frappe à la porte. Il en faut plus pour inquiéter ce groupe de rutiodons qui lézardent au soleil. Du long de ces 3 mètres, armé de la tête aux pieds et équipé de redoutables crocs pointus, le rutiodon règne en maître sur les eaux douces de la Pangée. Le rutiodon ressemble à un crocodile. Bien qu'il n'ait aucun lien de parenté, ils occuperaient tous deux la même place dans l'écosystème, celui d'un prédateur rusé qui ne s'aventure jamais trop loin de l'eau. La plupart du temps, le rutiodon devait se nourrir de poissons, d'après la forme de son crâne. Mais si l'occasion se présentait, si un animal imprudent venait boire à la rivière par exemple, le rutiodon devait pouvoir glisser jusqu'à lui et l'entraîner au fond de l'eau. Mais le véritable seigneur du Trias est un herbivore doté d'une formidable armure, le Desmatosuchus. Sans prédateur de sa taille, le monde lui appartient. Lourd comme un camion de 2 tonnes, sa carapace le protège des agressions potentielles. Le Desmatosuchus possède une véritable armure qui recouvre la totalité de son dos, avec des piquants géants au niveau des épaules. C'était sûrement un attirail redoutable pour se protéger de ses adversaires. Mais les jours paisibles du Desmatosuchus sont comptés. Depuis plusieurs semaines, les animaux de la région se sont accoutumés à ces grondements mystérieux. Aujourd'hui, ils vont payer le prix de leur négligence.
de gigantesques panaches de vapeur brûlante s'échappent de la Terre. Ces geysers sont 100 fois plus puissants que l'un des geysers les plus vigoureux au monde, celui d'Old Faithful dans le parc de Yellowstone aux États-Unis. La vapeur surchauffée et les débris fusent à plus de 1500 mètres d'altitude. Et l'enfer ne fait que commencer. Un nuage brûlant enveloppe les eudimorphodons. Les Desmatosuchus cherchent refuge dans les hauteurs. Tandis que les Ruthiodons s'abritent sous l'eau. Mais il n'y aura pas d'échappatoire. L'éruption de vapeur n'est qu'un signe avant-coureur de la coulée de lave qui se prépare. La Pangée se déchire. L'impitoyable désastre suivi de près et de très près. Edgar Allan Poe, 1845. La fragmentation de la Pangée marque le début d'une période sombre pour la vie sur Terre. Dans l'est des États-Unis actuels, de gigantesques éruptions de vapeur brûlante déclenchent l'un des plus violents événements volcaniques de l'histoire, qui divisera bientôt le supercontinent. Le bassin de l'océan Atlantique est sur le point de se former. Et avec lui, ce que les scientifiques appellent la province magmatique de l'Atlantique central. La formation de la province magmatique de l'Atlantique central est l'un des piliers de l'histoire de la planète. C'est la pierre angulaire de la formation qui naîtra à la suite de cet événement. Mais c'est aussi un tombeau, car elle entraîne une extinction massive dramatique. Cette province magmatique était la plus grande du système solaire. Elle englobait à elle seule 4 continents, soit 11 millions de kilomètres carrés, une surface plus grande que les États-Unis. Les semaines passent et les éruptions de vapeur se poursuivent en Amérique du Nord. Une mère fait de son mieux pour protéger ses petits à l'approche de l'apocalypse. C'est un mégazostrodon, notre ancêtre triasique. Ses longues mâchoires et ses rangées de petites dents aiguisées indiquent une origine reptilienne. Mais il est couvert de poils et non d'écailles. Le mégazostrodon est le premier vrai mammifère. L'avenir de l'humanité est entre ses mains. Le mégazostrodon était un petit animal. Imaginez une belette longue et fine. Il se remarquait à peine car comme les belettes, il vivait caché. Sa survie est très importante pour nous car c'est l'ancêtre de tous les mammifères actuels. Comme la plupart des mammifères de cette taille, il vivait probablement sous terre. Le mégazostrodon est à l'abri dans son terrier. Mais ceux qui vivent à la surface ne peuvent pas en dire autant. La terre gronde. Soudain, dans un fracas assourdissant, l'éruption volcanique se déclenche. La lave jaillit par les fissures terrestres et des fontaines de magma explosent. L'événement est bien plus destructeur que l'éruption d'un unique volcan en surface.
car les fissures peuvent atteindre plusieurs vingtaines de kilomètres de long. Un raz-de-marée de flammes court le long des failles. C'était comme une gigantesque vague de feu en mouvement qui menaçait d'engloutir tous ces pauvres animaux sur son passage. Des troupeaux d'herbivores s'enfuient à toutes jambes, mais en vain. Leurs piquants qui les protègent des prédateurs ne font que les ralentir dans leur course. Tout ce qui se trouvait sur la trajectoire de la vague a été immédiatement balayé. Pendant des mois, la lave continue de jaillir. Et la roche en fusion laisse dans son sillage des paysages ravagés. L'homme n'a absolument aucun point de comparaison pour mesurer l'étendue de la catastrophe. Il n'y a rien eu d'aussi violent depuis la naissance de l'humanité. Les animaux désertent la côte est des États-Unis. Mais ils n'ont nulle part où aller. Tandis que l'exode se poursuit, un animal semble mieux équipé que les autres pour s'adapter au changement. Il s'agit de l'un des tout premiers dinosaures, le Staurikosaure. Le Staurikosaure n'est pas très grand, mais il est unique en son genre. C'est le seul à se dresser et marcher sur ses pattes arrière. Les bipèdes sont très rares. Certains mammifères le sont, comme l'homme et le kangourou. Mais les dinosaures ont été les premiers à comprendre l'intérêt de courir sur deux pattes. Le Staurikosaure est un chasseur agile dans ce monde de quadrupèdes. Imaginez le choc pour ces animaux qui existaient depuis 100 millions d'années et qui n'avaient jamais vu de bête marcher sur ses pattes arrière. Ça devait paraître ridicule, sauf quand la bête en question se précipitait sur eux. Grâce à cette particularité, le Staurikosaure prend un ascendant décisif sur les autres prédateurs. Les premiers dinosaures n'étaient pas assez forts pour venir à bout des gros reptiliens. Par contre, ils ne faisaient qu'une bouchée de leurs petits. Le Staurikosaure était l'un des plus grands chasseurs du Trias supérieur. Pourtant, il n'arrivait pas à la cheville du roi des dinosaures, le redoutable Tyrannosaure. Comment les scientifiques peuvent-ils affirmer que le Staurikosaure et le Tyrannosaure étaient cousins? Les deux animaux présentent des caractéristiques qui permettent de les classer dans la catégorie des dinosaures. Tous les traits distinctifs des dinosaures, un paléontologue vous le dira comme moi, sont en rapport avec les chevilles et les hanches, car ils marchaient sur deux pattes. Avant le Trias, les bipèdes n'existaient pas. Les dinosaures comme le Staurikosaure sont les premiers bipèdes de l'histoire. Aujourd'hui, les scientifiques continuent de chercher des caractéristiques communes qui permettraient de catégoriser de nouvelles espèces. Malgré son agilité, le Staurikosaure ne peut échapper à l'ampleur de la destruction. Les éruptions se poursuivent, et avec elles, des effets secondaires dramatiques apparaissent aux quatre coins du globe. La Terre est en mauvaise posture. Combien de temps reste-t-il avant que la planète bleue ne se transforme en planète rouge ? Pendant des dizaines d'années,
les violentes éruptions volcaniques continuent de recouvrir d'une couche de lave la surface du globe. Ces éruptions ont un effet toxique sur l'atmosphère terrestre. Les éruptions volcaniques ne font pas que produire de la lave. C'est la conséquence la plus immédiate. Elles produisent aussi beaucoup de gaz qui sont dissous dans le magma à très haute pression. En remontant à la surface, la pression chute et les gaz se diffusent dans l'atmosphère. Des millions de tonnes de gaz toxiques sont ainsi diffusés dans l'air et le taux de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère augmente de façon exponentielle. Essayons d'établir une comparaison. Au lieu de ces volcans, imaginez 10 000 centrales à charbon, alignées les unes à côté des autres et alimentées par des tonnes de charbon. Encore et encore, leurs cheminées crachant des gaz dans l'atmosphère. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette province magmatique. Les températures grimpent en flèche. La chaleur est insoutenable. Même les animaux vivant dans l'eau, comme le rutiodon, souffrent de la canicule. Ils cherchent la fraîcheur dans les profondeurs aquatiques. Mais ils doivent s'aventurer sur Terre pour pondre leurs œufs. Cet inconvénient condamne leur espèce. Chez certains reptiles d'aujourd'hui, la chaleur détermine le sexe de l'embryon. Vous imaginez bien qu'au Trias, si certaines espèces présentaient la même stratégie de reproduction en fonction de la température, il suffisait qu'elles ne produisent plus que des mâles pour s'éteindre rapidement. C'était une façon imparable d'exterminer une espèce. Pour ces animaux, se nourrir devient une véritable épreuve. La chaleur diminue leur force. La faim les conduit à dévorer leur progéniture. Le cannibalisme pourrait bien leur porter le coup de grâce. La lente marche vers la mort se poursuit. Le réchauffement brutal de la planète entraîne un nouveau cataclysme. Le niveau d'oxygène n'a jamais été si bas. Il y avait à peine la moitié de la concentration d'oxygène que nous avons aujourd'hui. C'était donc bien plus difficile, avec un appareil respiratoire proche du nôtre, de vivre au Trias supérieur. Dans le sud-ouest des États-Unis, un troupeau de Desmatosuchus cherche de la nourriture. L'air est chargé de dioxyde de carbone. Le soleil est brûlant. Le niveau d'oxygène est aussi faible qu'au sommet de l'Everest. Avec sa carapace, cet animal imposant n'a jamais redouté les prédateurs. Mais son pire ennemi se cache désormais en lui. Son appareil pulmonaire primitif, associé à sa posture, l'empêche de respirer et de se déplacer en même temps. Le Desmatosuchus évolue avec un mouvement latéral très proche du lézard. L'un de ses poumons se gonfle, tandis que l'autre se comprime. Les animaux comme les lézards et les salamandres qui évoluent de cette façon, avec un balancement latéral, ont des capacités pulmonaires et respiratoires limitées. Il y a encore une génération, ces titans pouvaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres, broutant sans cesse comme les éléphants d'Afrique. Mais désormais, chaque pas est laborieux.
Les troupeaux de Desmatosuchus commencent à se localiser dans des zones plus réduites. Le manque d'oxygène perturbe également leur taux de reproduction. Et les conditions environnementales aggravées affectent les embryons. Si on remonte à l'époque du Trias, quand le niveau d'oxygène était aussi bas qu'à 4000 mètres d'altitude, on imagine bien que le système de reproduction devait être très affecté. Un œuf doit être suffisamment oxygéné pour que l'embryon se développe. En même temps, un œuf doit également être rempli d'eau. Ce sont deux facteurs tout à fait contraires. D'un côté, il faut que l'œuf ait assez de trous pour laisser entrer l'oxygène, d'autant plus quand il se fait rare. Et de l'autre, plus il y a de trous, plus l'eau s'évapore, ce qui entraîne la mort des embryons. Au fil des années, les naissances de Desmatosuchus se raréfient. Et ceux qui viennent encore au monde sont plus chétifs que les générations précédentes. Leur population finira par s'éteindre. Le Storikosaure ne tarde pas à profiter de la faiblesse du Desmatosuchus. Il ne souffre pas des mêmes difficultés respiratoires. À partir du moment où les membres sont alignés avec le reste du corps, ils n'interfèrent pas avec les organes internes du thorax. Cela permet aux poumons de se déplier en entier et de mieux fonctionner. Les scientifiques pensent que le Storikosaure possédait des poches d'air supplémentaires qui créent une circulation constante d'oxygène au sein de l'appareil respiratoire. Aujourd'hui, cette même caractéristique permet aux oiseaux de voler longtemps à très haute altitude. Les poumons des dinosaures sont identiques à ceux des oiseaux. Un oiseau qui respire le même air que nous absorbe un tiers d'oxygène supplémentaire. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une coïncidence. C'est au moment où l'oxygène est au plus bas que le poumon le plus efficace apparaît. Mais l'évolution n'est pas une affaire de coïncidence. C'est un rapport de cause à effet. Avant la catastrophe, un Storikosaure ne pouvait pas rivaliser avec un Desmatosuchus adulte. Désormais, il profite de la faiblesse de l'herbivore. C'était vraiment très injuste. Le prédateur faisait les 100 pas autour de sa proie, et la proie était trop essoufflée pour s'enfuir. Les siècles passent. En Amérique du Nord, où le cataclysme s'est déclenché, de nouvelles fissures apparaissent chaque jour. La surface du supercontinent fond comme neige au soleil. Le goulot d'étranglement volcanique se resserre. Et la Terre se transforme. Mais quel sera le visage de ce nouveau monde ? Le ciel s'emplit de cris, s'ensuivit une pluie épouvantable. Alfred Lord Tennyson, 1842. « 50 000 ans après le début de l'extinction massive, notre planète devient peu à peu un univers hostile, avec des paysages désolés, une atmosphère riche en dioxyde de carbone et pauvre en oxygène.
Le ciel se teinte de rouge. On pourrait s'y attendre sur Mars, mais pas sur Terre. Le réchauffement climatique a transformé des jungles luxuriantes en forêts desséchées. Les incendies font partie du quotidien. Ils brûlent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. Vu de l'espace, le spectacle devait être incroyable. On devait apercevoir une gigantesque tache noire et peut-être des incendies de forêt. Car la végétation tropicale du Trias a été embrasée par la lave. C'était comme un cancer qui contaminait la surface de la Terre. Les incendies ne font qu'ajouter à la pollution atmosphérique déjà élevée. Des tempêtes de cendres éradiquent tout sur leur passage. Et engloutissent les victimes par milliers. Personne n'est épargné. Le Rutiodon cherche un endroit où s'abriter. Mais sa rivière natale ne lui offre aucune protection. Les eaux douces de la Pangée se changent en une substance pâteuse, ressemblant à du ciment. Pour le Rutiodon, les conséquences sont épouvantables. Dans l'atmosphère, les cendres se mêlent à la vapeur d'eau, donnant lieu à des pluies acides. Elles inondent la surface du globe et déciment le peu de végétation qui reste. On sait pour avoir déjà étudié le phénomène que les pluies acides tuent rapidement les arbres et les végétaux. Si les pluies cessent rapidement, la nature a une chance de se régénérer. Mais si elles durent longtemps, ce qui a dû être le cas au Trias, les racines flétrissent et la terre est emportée. Sans compter bien sûr les effets dévastateurs de l'érosion. Cet interminable torrent de mort détruit la couche arable. L'érosion était spectaculaire et la terre était charriée en masse. L'océan a probablement été pollué par toutes sortes de minéraux dissous et de matières organiques, transformant l'eau en un liquide épais. La catastrophe gagne le monde océanique. Une grande partie du dioxyde de carbone s'est déversée et dissoute dans l'océan, ce qui l'a rendu de plus en plus acide. Le plancton microscopique, qui représente la base de la chaîne alimentaire, meurt dans les eaux chaudes et acides. La mort des poissons ne tarde pas à suivre. Et avec les poissons, disparaissent toutes les créatures qui s'en nourrissent. Des groupes de dimorphodons, par exemple, cherchent en vain leur pitance aux quatre coins du monde. Les poissons ont tout simplement disparu. Les rivières et les lacs, autrefois foisonnants de la Pangée, sont en train de pourrir. Les cadavres qui jonchent le sol représentent le dernier recours de ces reptiles volants. En d'autres circonstances, ils n'auraient jamais attaqué une carcasse. Mais la faim abolit toutes les règles.
Ils auront le ventre plein quelque temps. Mais ils ne font que retarder l'échéance. « 70 000 ans après le début de la catastrophe, la famine est devenue le lot quotidien du monde animal. La Terre est méconnaissable. La destruction a été lente et progressive. Mais les effets à long terme sont dévastateurs. Non seulement des organismes vivants disparaissent, mais ils sont remplacés par un nouveau type d'organisme vivant. Cette fois, il ne s'agit plus d'animaux, mais de bactéries. Ces bactéries transforment l'océan turquoise en un cloaque violacé. Le ciel devient jaune. Une odeur de soufre envahit la planète. Dans l'actuelle Afrique du Sud, une créature s'accroche à la vie. Il s'agit de notre ancêtre, le Mégazostrodon. Son instinct lui a été d'un grand secours. Une fois de plus, son terrier le protège des nuages de gaz putrides. Comme beaucoup de dinosaures primitifs, le Mégazostrodon a un appareil pulmonaire avancé, mais différent de celui du Staurikosaure. Ce petit mammifère possède une membrane de muscles et de tendons qui sépare les poumons du reste des organes. C'est un diaphragme. Associé à sa petite taille, ce nouvel outil l'aide à respirer malgré un air de plus en plus toxique. La taille des animaux intéresse beaucoup les paléontologues. Quels animaux se sont le plus éteints? Les petits ou les grands? Certains facteurs biologiques expliquent pourquoi les animaux sont affectés différemment. Le Mégazostrodon est aussi l'un des premiers animaux de l'histoire à allaiter ses petits. Les glandes mammaires résultent de l'évolution des glandes sudoripares. En allaitant, le Mégazostrodon développe un formidable atout. Une femelle puise dans ses ressources pour nourrir ses petits, tandis que les autres espèces doivent leur procurer à manger. Mais cela suffira-t-il à sauver l'espèce? L'avenir de tous les mammifères, y compris l'homme, repose sur ses minuscules épaules. La pitié est l'affaire des vivants. La jalousie ne regarde que les morts. Mark Twain, 1884. « 250 000 ans après l'éruption volcanique, la Terre s'est complètement métamorphosée. Les fissures s'étendent sur des milliers de kilomètres. De Boston à Rio de Janeiro aujourd'hui. Et les plaies béantes saignent toujours. Le volume de roches en fusion est absolument phénoménal. On estime à environ 2 millions de kilomètres carrés la quantité de magma déversée. Soit presque la surface de notre mer Méditerranée actuelle. L'étendue du désastre est sans appel. Les zones inondables où les animaux proliféraient jadis ont été désertées. Là où se dressaient des forêts tropicales, s'étend un immense désert. Ce paradis où la végétation s'épanouissait est tellement bouleversé que sur certains continents, la désertification touche des régions entières.
Par endroits, la Terre devait ressembler à la planète Mars, une planète sans végétation. C'est une situation de détresse extrême. Ce n'était pas le cas partout, mais seulement dans certaines régions. Dans les rares bastions où la vie résiste, les dinosaures comme le Storicosaure se hissent tout en haut de la pyramide. Car en plus de son appareil pulmonaire avancé, il développe une nouvelle parade en couvant ses œufs. La mère pond en partie à découvert, puis elle se sert de son corps pour garder ses œufs au chaud ou les protéger du soleil, le cas échéant. Ce contact corporel lui permet de réguler la température des embryons et d'entretenir une relation très proche, si ce n'est maternelle, avec ses futurs petits. L'espèce est récompensée par une nouvelle génération, plus forte et plus solide. Alors que tous les autres sont en train de mourir, les dinosaures sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Grâce à ces remarquables innovations, le Storicosaure est équipé pour survivre à la catastrophe. Plus de 500 000 ans après le début de l'extinction, les éruptions prennent fin. La Pangée n'existe plus. Les déplacements de la croûte terrestre ont fragmenté le supercontinent. L'océan Atlantique est né. Le bilan est lourd. Les 3/4 de la faune terrestre ont disparu à jamais. Les plus gravement touchés sont les herbivores cuirassés, tels que le Desmatosuchus. Le Rutiodon s'est également éteint, victime de son appareil pulmonaire primitif. Mais aussi tragique soit le bilan sur Terre, l'océan essuie des pertes encore plus grandes. Les immenses récifs coralliens qui caractérisaient les eaux tropicales du Trias ont presque entièrement disparu. C'est l'une des 5 extinctions massives de l'histoire de la planète. Elle a marqué un tournant fondamental dans l'évolution. La planète a été purgée. Mais certaines créatures ne s'avouent pas vaincues, et notre avenir en dépend. Le temps a ses détours et la chance tourne au fil du temps. Robert Southwell, 1595. L'extinction du Trias est enfin terminée. 600 000 ans plus tard, la planète semble sans vie. L'air est à peine respirable. Il faudra plusieurs millions d'années à la Terre pour rebondir. Jamais le taux de dioxyde de carbone n'a été aussi élevé. Il est 10 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. À la fin du Trias, il y avait beaucoup plus de dioxyde de carbone dans l'air qu'il n'y en a actuellement. Et j'espère que nous n'atteindrons jamais un tel niveau, car on a vu les ravages que le CO2 pouvait faire. Pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire du monde. La séparation des continents a entraîné l'ouverture de l'océan Atlantique. Quant à la Pangée, elle est désormais divisée en continents distincts, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Notre monde est né. D'après certains scientifiques, ce phénomène ferait partie d'un vaste cycle. Un jour, les continents pourraient être à nouveau réunis, comme au temps de la Pangée.
Pourquoi les continents s'assemblent et se désassemblent reste un mystère. On sait qu'ils répondent à un cycle appelé cycle de Wilson, selon lequel, tous les 400 millions d'années, les continents se rapprochent, comme des auto-tamponneuses qui se retrouveraient au centre d'un circuit et se percuteraient avant de s'éloigner. Chaque processus demande environ 400 millions d'années. Ce qui veut dire que d'ici 200 millions d'années, on peut s'attendre à une nouvelle collision des continents. Dans ce monde tout neuf, les premières étincelles d'espoir renaissent. Les premiers dinosaures ont réussi à survivre. Le Storicosaure et ses petits cousins ont démontré leur suprématie dans les pires conditions possibles. Aujourd'hui, la Terre leur appartient. Sans adversaire à l'horizon, ils se multiplient et se répandent, créant de nouveaux habitats et de nouvelles espèces. Les dinosaures ont vraiment commencé à évoluer et à prendre les différentes formes qu'on rencontre pendant le Jurassique et le Crétacé. Les dinosaures plus grands, plus forts et plus féroces, issus de cette première génération, domineront le royaume animal pendant les 150 millions d'années suivantes. On ne regarde plus en arrière. Désormais, c'est l'ère des dinosaures. Au Trias, n'importe qui aurait pu sortir son épingle du jeu. La planète a radicalement changé. Il fait très chaud, le niveau d'oxygène est très bas, c'est un environnement idéal pour les dinosaures. Au pied de ces lézards géants court l'ancêtre des mammifères actuels, le Mégasostrodon. Si le Mégasostrodon n'avait pas survécu, on ne serait pas là aujourd'hui. À l'abri dans son terrier souterrain, le Mégasostrodon a triomphé, là où tant d'autres ont échoué. Il continuera de mener une vie paisible et de s'épanouir dans l'ombre. Attendant patiemment l'heure où ses descendants prendront le contrôle de la Terre.